Les menuisiers et tapissiers sont de retour sur les trottoirs du district d'Abidjan. Conséquence, les ralentissements au niveau de la circulation routière et les accidents. Nous allons également découvrir l'univers de la vente des journaux en Côte d'Ivoire. L'accent sera mis sur la location des journaux et ses séquelles. Calme précaire au lendemain de la proclamation de la présidentielle au Kenya. Le nouveau président est donc Uhuru Kenyatta. Bienvenue, bonsoir à tous. Les trottoirs du district d'Abidjan sont assiégés par des menuisiers et tapissiers. Une situation qui, vous l'imaginez certainement, gêne la circulation automobile, voire crée des accidents. Ces artisans avaient pourtant été déguerpis il y a plus d'un an lors de l'application de la politique gouvernementale d'assainissement des trottoirs. Le reportage de Hamza Diaby. Après le passage des bulldozers il y a plus d'une année, les trottoirs sont de nouveau investis. L'autoroute du Nord, l'axe Abobo-Adjamé, le boulevard Mitterrand-Cocody-Riviera sont pris d'assaut. Menuisiers et tapissiers y sont bien installés. On n'a pas assez de place. On est obligé de se poser un peu devant pour qu'il y ait un peu de clients pour voir un peu dedans. Moi, je suis en hauteur, puis je suis sur un lot. Vous voyez, on est à la limite. Donc, je suis sur un lot. Voilà, ça vient pas, on n'est pas sur la route. Des emplacements apparemment dangereux, mais qui ne constituent pas un frein aux bonnes affaires. On constate que c'est vraiment en bordure de route, mais comme ils cherchent de la clientèle et ils savent que les gens passant sur la route, bon ben c'est par rapport aux passants. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est joli. Quand on passe, qu'on voit des trucs comme ça, c'est beau. Ouais, mais on va sortir de route d'une voiture et puis bon, ça peut endommager plein de choses là. Les meubles, c'est quand même assez beau, parce que bon, on vient s'en procurer aussi, c'est quand même joli. Mais s'il y a la beauté, il faut penser aussi à la sécurité. Ces trottoirs sont ainsi occupés, certainement, pour longtemps encore. Et le danger pour clients, fabricants et automobilistes est permanent. Un mot encore sur l'environnement en Côte d'Ivoire. Pour réduire la pollution et accroître la croissance économique du pays, le gouvernement ivoirien va initier une étude nationale sur la transition vers l'économie verte. Explication. L'économie verte, un impératif pour la croissance économique en Côte d'Ivoire. Il s'agit pour les entreprises ivoiriennes de produire des biens et services qui vont contribuer à réduire ou éviter les nuisances sur l'environnement. Pour cela, le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable va initier une étude nationale sur la transition de la Côte d'Ivoire vers l'économie verte. En effet, le développement d'une économie forte va de pair avec une protection accrue de l'environnement, une amélioration continuelle du cadre de vie des populations et une gestion durable des ressources naturelles. Changer de paradigme et d'attitude est l'une des conditions essentielles pour poser les bases effectives de l'économie verte et pour s'assurer que les ressources permettront de satisfaire les besoins des générations actuelles et futures sans la menace de saper les fondements de la prospérité. Pendant 3 semaines, les experts environnementaux ivoiriens vont donc réfléchir sur le mode opératoire et les opportunités de l'économie verte en Côte d'Ivoire. L'économie verte doit être soutenue par des investissements publics et privés. Cette fois-ci, les autorités publiques doivent s'engager véritablement à travers des investissements pour la création d'emplois, mais également pour les emplois verts. L'application des principes de l'économie verte pourra également accélérer les perspectives de réduction de la pauvreté, un enjeu important d'ici à 2020. Coup de filet des douanes ivoiriennes, elles ont appréhendé 2 camions qui transportaient frauduleusement, bien sûr, de la ferraille. Les véhicules saisis au poste de Pogo ou Angola se dirigeaient vers Abidjan sans remplir les formalités douanières en la matière. Les détails avec Thomas Guessambi. Environ 100 millions de francs CFA, c'est le préjudice que devraient subir les caisses de l'État du fait de cette tentative de fraude douanière, heureusement avortée. 2 camions transportant de la ferraille en direction d'Abidjan ont été stoppés au poste frontalier de Pogo et Ouanglo-Dougou par des agents de douane en service commandé en ces lieux.
Les 2 véhicules immatriculés AG 4483 M3 MD et 11 AG 3260 BF provenaient respectivement du Mali et du Burkina Faso. Les services du capitaine Kwadio Kwame Benoît, chef du poste de douane de Pogor, dans le contrôle, ont relevé des indices de supercherie. L'absence de la documentation à ce type d'activité. Pour l'administration douanière ivoirienne, l'exportation de la ferraille en provenance de l'étranger, en transit ou destinée à la Côte d'Ivoire, doit être mise en conteneur depuis le pays d'exportation et couvert par des documents douaniers du pays de provenance. La ferraille, il faut le dire, est une matière première importante pour certaines industries ivoiriennes, notamment les entreprises qui la transforment en produits semi-finis avant de les exporter et en produits finis tels les assiettes et les marmites pour le marché local. Et direction à présent la Maison de la Presse dans la commune du Plateau. L'association des femmes juristes de Côte d'Ivoire a animé une conférence sur les mutilations génitales féminines. Un seul message, mettre fin aux mutilations génitales féminines pour permettre aux femmes de bénéficier d'un meilleur état de santé. C'est un reportage de Grace Kando, commenté par Ami Kanga. Les mutilations génitales féminines, la pratique persiste, et ce malgré les efforts consentis par les dirigeants. L'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire s'implique pour éradiquer ce fléau. La méthode, des actions de sensibilisation pour permettre à la femme et à la petite fille de jouir d'un meilleur état de santé physique et morale. Il y a des communes d'Abidjan dans lesquelles sont pratiquées encore les mutilations génitales. Et nous nous sommes dit, trop c'est trop. Parce que les conséquences de ces mutilations génitales sont graves. Elles sont graves pour la femme. Elle peut en mourir. Donc nous nous sommes dit, nous allons prendre notre bâton de pèlerin et nous allons aller vers la population pour faire les sensibilisations. Nous avons présenté la loi sur les mutilations génitales féminines qui a été votée depuis le 23 décembre 1998. Donc cette loi-là a été présentée, a été commentée pour qu'ils sachent que désormais les auteurs, que s'ils s'attellent à pratiquer cette pratique, ils iront en prison. Au nombre des actions menées par l'Association des femmes juristes, une campagne d'un mois dans certains établissements du district d'Abidjan. Une campagne de sensibilisation plus que nécessaire contre cette pratique. En Côte d'Ivoire, l'on note, selon l'ambassadeur du Canada, un taux de 38% au plan national. On va maintenant parler de religion puisque c'est aujourd'hui dimanche. L'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire a célébré sa conférence annuelle au Temple Bethel de la commune d'Abobo. Au programme des prières pour les nouvelles orientations de l'Église, l'EMUCI s'est surtout réjoui du retour d'un précurseur de la dissidence qui a dirigé depuis 2008 la communauté. Les explications avec Franck Kwadio. Il quittait l'Église en 2008 pour divergence de vues doctrinales. Il est de retour en 2013 avec certains dissidents à l'occasion de la 8e conférence ordinaire de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Le pasteur Esmel Amari, lui, et le bishop Benjamin Boni fument désormais le calumet de la paix. L'Église montre par là qu'elle a dans sa main la discipline, mais qu'elle a dans sa main également la miséricorde. J'ai fait subir le tort à mon Église. J'ai été particulièrement touché par cette crise et je remercie Dieu de m'avoir aidé à revenir sur mes pas. Un acte de réconciliation comme pour être en phase avec le thème de cette conférence, aimer en acte et en parole. Mais bien aimé, l'amour n'ignore ou ne masse pas les aspérités de nos personnalités. L'amour n'est pas là pour supprimer les conflits et les différences. Il est là pour nous aider à les surmonter. Aimer son prochain, aussi important qu'aimer le Créateur, l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire veut ainsi balayer devant sa porte avant d'attaquer des chantiers plus vastes. Pour cette 8e conférence ordinaire, d'importantes résolutions sont prises. Il y a des décisions qui ont été prises de l'ordre de la formation, de l'ordre de l'évangélisation, de l'ordre de l'investissement, parce que les charges deviennent de plus en plus lourdes. Il faut penser à l'avenir.
Les conférences ordinaires de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire ont lieu chaque 4 ans. La 8e édition aura surtout permis de préparer le prochain centenaire de l'EMUCI qui aura lieu en août 2014. Les hommages de la France et du reste du monde à Stéphane Hessel, décédé le 27 février dernier. Il était considéré comme l'un des derniers humanistes vivants, par ailleurs mentor des insurgés contre l'injustice. On écoute Laetitia Manglé. Indignez-vous. Plus qu'un slogan, le titre de ce livre vendu à plus de 4 millions d'exemplaires dans près de 100 pays. Son auteur, Stéphane Hessel, français d'origine juive, est décédé ce 27 février, laissant orphelins tous les indignés de ce monde. Hessel, considéré comme l'un des derniers humanistes vivants, engageait par ce titre les humains à ne pas se résigner face à l'oppression, en particulier celle du capital, l'argent roi. Sa pensée a fait mouche notamment chez les Grecs et les Espagnols, en proie à la crise financière. Stéphane Hessel, diplomate, philosophe, spécialiste en sciences sociales, a fait des émules partout dans le monde et ses étudiants s'en souviennent encore. Pour moi, Stéphane Hessel, c'est quelqu'un qui m'a structuré mentalement, qui m'a permis de comprendre qu'il faut se battre pour exister, il faut être toujours en quête de quelque chose, qu'il faut s'indigner pour mieux se bagarrer, pour mieux se lever, pour mieux revendiquer ce que l'humanité vous doit. Hessel, 95 ans, a été inhumé ce jeudi 7 mars après un hommage au gouvernement français. Entrera-t-il au Panthéon comme le souhaitent ses disciples? Le débat est lancé et enregistre déjà 12 000 signatures pour. Quel qu'en soit le résultat, on retiendra de lui le résistant, le mentor, un des rédacteurs de la Charte des droits de l'homme et ce hymne à la dignité, indignez-vous, sorti à juste titre aux éditions indigènes dans la collection Ceux qui marchent contre le vent. En image, le calme précaire au Kenya après la victoire de Uhuru Kenyatta à la présidentielle vendredi dernier. Son principal opposant, Raila Odinga, a lancé aux populations un appel à la paix. Les autorités italiennes, britanniques et grecques jugent probable aujourd'hui la mort de 7 étrangers enlevés en février dernier au Nigeria. Le groupe islamiste nigérian Ansarou a annoncé hier leur assassinat. Le groupe islamique nigérian Ansarou a annoncé samedi avoir exécuté les 7 étrangers enlevés au Nigeria il y a 3 semaines. Il s'agit de 2 Libanais, 2 Syriens, un Grec, un Italien et un Britannique. Cette exécution fait suite aux actions menées par les gouvernements anglais et nigérians pour libérer les otages. Le dossier du dimanche s'intéresse aujourd'hui à la vente des journaux. Pendant que certains commerçants en font une activité principale, d'autres l'exercent de façon désintéressée. Il existe même une 3e catégorie qui s'est spécialisée dans la location des journaux. Alors comment fonctionne ce commerce? Quels sont les préjudices pour les éditeurs de presse? On en parle ce soir avec Michel Digré. La vente des journaux, une activité aussi vieille que l'histoire de la création des journaux en Côte d'Ivoire. Mais c'est avec l'avènement du multipartisme en 1990 qui a sonné le printemps de la presse écrite que les kiosques à journaux ont fleuri dans les rues du pays. Plusieurs personnes se sont lancées dans la vente des journaux avec des fortunes diverses. Certains ont abandonné ce métier en cours de route. D'autres ont résisté à l'épreuve du temps et de la mévente des journaux. Parmi nous, les vendeurs, on est beaucoup. Vous voyez, il y a d'abord des relations et puis les titres des journaux. Quelqu'un peut être à la Ribera 3 ou à la Ribera 2 ou à Angré. Il te connaît par relation. Il peut se déplacer pour venir acheter tes journaux. Tu peux vivre avec ça. Ça dépend de tes organisations. Toi qui vends les journaux aussi, il y a ça aussi. Des nouveaux venus dans la profession y croient dur comme fer. Le début, c'était quelque chose de 94 journaux qui prenaient chaque jour. Mais quand je suis venu, je suis allé au-delà de ça, plus de 205 par jour. Quand tu veux exercer quelque chose avec le cœur,
ça prend. Mais quand tu fais à la je m'en fous, bon, il n'y a pas de suite favorable. Les graissements de dents des vendeurs de journaux sont dus à la marge qu'ils perçoivent sur chaque journal vendu, environ 10%. Ce qu'on gagne dedans, c'est pas assez. C'est pas assez. Mais on le fait pour la population, pour que la population s'informe. Une marge jugée insuffisante et qui a poussé certains d'entre eux à se lancer dans la location des journaux. Avec 100 francs CFA, le lecteur peut lire tous les journaux et les remettre ensuite au vendeur qui les déclarera invendus. Un nouveau fléau qui porte gravement préjudice au groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire. De la vente des journaux à la location des journaux, la reconversion de certains vendeurs est en passe de donner le coup qui pourrait être fatal à la presse écrite déjà mise à mal par la presse en ligne. C'était le dossier de Michel Digré. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir.